Bonsoir tout le monde. Donc nous voilà réunis pour la deuxième fois en période Covid pour fêter ensemble de façon unie le Yom HaZikaron et le Yom HaAtzmaut 5781-2021. Notre soirée qui accueillera des personnalités, des invités, le grand rabbin Kaufman qui nous fera une intervention sur la notion du souvenir, le Yom HaZikaron. Nous aurons une intervention du docteur Shaul Lévy en direct de Jérusalem, également du député des Français à l'étranger, M. Meir Habib. Et puis, je suis désolé, il n'est pas sur l'affiche, mais ça s'est fait un peu tardivement. Notre député, Guillaume Gouffiécha, a tenu à nous adresser quelques mots en ce jour de Yom HaAtzmaut. Voilà. Donc, nous allons commencer tout de suite. Et donc, la première, on va passer à la suivante. Hein. Et nous allons demander donc à Idan Yaakov Croisé de nous lire un texte du roi David, texte qui est récité lors de la cérémonie du Yom HaZikaron en Eretz Israël. Donc, la parole est à Idan. עזבי ישראל על במותיך, חלל איך נפלו גיבורים. אל תגידו וגת, אל תבשרו בחוצות אשקלון, פן תשמחנה בנות פלישתים, פן תעל אוזנה בנות הערלים. הערי בגלבוע, על טל ועל מטר, עליכם ושדה תאומות, כי שם ניגל מגן גיבורים, מגן שאול, בלי משיח בשמן. מדם חללים מחלף גיבורים, כשד שיהונתן לא נסוג אחור, וחרב שאול לא תשוב ריקם. איך נפלו גיבורים בתוך המלחמה. יהונתן על במותיך חלל. צר לי עליך, אחי יהונתן נעמת לי מאוד. נפלאת אהבתי לי מאהבת נשים. איך נפלו גיבורים ויעבדו כלי מלחמה. L'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Comment des héros sont-ils tombés? Ne l'annoncez point dans Gath, n'en publiez point la nouvelle dans les rues d'Ashkelon, de peur que les filles des Philistins ne se réjouissent, de peur que les filles des incirconcis ne triomphent. Montagne de Gilboa, qu'il n'y ait sur vous ni rosée ni pluie, ni champ qui donne des prémices pour les offrandes. Car là ont été jetés les boucliers des héros, le bouclier de Saül, lui il a cessé de les oindre. Devant le sang des blessés, devant la graisse des plus vaillants, l'arc de Jonathan n'a jamais reculé, et l'épée de Saül ne retrouvera jamais point à vide. Saül et Jonathan, aimables et chéris pendant leur vie, n'ont point été séparés dans leur mort. Ils étaient plus légers que les aigles, ils étaient plus forts que les lions. Filles d'Israël, pleurez sur Saül, qui vous fait rêver magnifiquement de crémoisie, qui mettait des ornements d'or sur vos habits. Comment des héros sont-ils tombés au milieu du combat? Comment Jonathan a-t-il succombé sur tes collines? Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Tout amour pour moi était admirable au-dessus de l'amour des femmes. Comment des héros sont-ils tombés? Comment leurs âmes sont-elles perdues? Avant que nous écoutions la sonnerie du Yom HaZikaron, telle qu'elle a eu lieu aujourd'hui en Israël, je vais demander sans transition au Rav Mendy Danan de nous dire juste deux mots sur cette élégie, ce texte du roi David. Mendy. Oui, vous m'entendez? Très bien. Oui, alors le roi David, ce texte, quand il a été dit, lorsque il a appris la triste nouvelle du départ de c'est un contexte politique un petit peu tendu en réalité entre le groupe de Avner et le roi David. Tout le monde pensait que le roi David allait peut-être ne pas participer aux obsèques et n'allait pas se manifester pour accompagner cette grande personne qui était Avner. Ça veut dire des vérités, même si le contexte n'était pas forcément favorable à son égard. Et c'est à partir de là, à partir de ces mots sincères de David Améler, qui parle d'un grand homme, qui parle de celui qui s'est battu sans chercher à avoir un quelconque intérêt, que ces phrases ont été inscrites dans le Nar et qui est resté à tout jamais des grands mots
pour nos chers disparus, ce qu'on appelle des giborim, là où d'autres personnes auraient peut-être évité le combat. Et donc, nous allons maintenant allumer la bougie en souvenir des 23 928 soldats morts depuis l'indépendance de l'État d'Israël. C'est Jonas qui allume la bougie. Jonas? Et pendant que cette flamme a lieu, nous allons écouter la sonnerie du souvenir. Quelle émotion de voir tout un pays s'arrêter en même temps et au même moment. Je vais demander au rabbin Mendy Danan de nous réciter le El Malé Rachamim, la prière des morts. Prends la page. El Malé Rachamim, Shochel Bamromim, Amsel Menucha Nechona, Tachat Kanfei HaShechina, B'Malot Kedoshim Utorim, Kezohar HaRakia Mazirim, Lenishmot Kol Giborei Amenu, Shemaseru Nafsham Al Geulat Artzeinu, Ana Barachamim Astirem Betzel Kenafecha Leolamim Vitzor HaChaim Et Nishmatam Adonai Unachalatam
וינוחו בשלום על משכבם, ונאמר אמן. Après ce recueillement, nous allons en direction du cimetière Herzl à Jérusalem pour assister à la cérémonie du Iskor. יזכור, יזכור, יזכור עם ישראל את בניו ובנותיו הנאמנים והאמיצים, חיילי צבא ההגנה לישראל, וכל לוחמי המחתרות וחטיבות הלוחמים במערכות העם, ואנשי קהילות המודיעין, הביטחון, המשטרה ושירות בתי הסוהר, אשר חירפו נפשם במלחמה על תקומת ישראל, וכל מי שנרצחו בארץ ומחוצה לה, בידי מרצחים מארגוני הטרור. יזכור עם ישראל ויתברך בזרעו ויאבל על זיו העלומים וחמדת הגבורה וקדושת הרצון ומסירות הנפש של הנספים במערכה הכבדה. יהיו חללי מערכות ישראל עטורי הניצחון חתומים בישראל לדור דור. Et maintenant, nous allons écouter la jeune Noémie Weizmann nous lire un texte intitulé Le plateau d'argent. À toi, Noémie. Noémie Weizmann a dit « Aucun peuple ne reçoit son pays sur un plateau d'argent. » Nathan Alterman a écrit « La terre était silence. Le rougissement du ciel peu à peu s'obscurcissait sur des frontières fumantes. Cœur brisé mais respirant, la nation attendait de recevoir le miracle, le sans pareil, l'unique. Pour la célébration, elle était prête, levée avant la lune, enveloppée avant le jour, dans la solennité et dans l'épouvante. Alors, d'en face, une fille et un garçon sortirent, et doucement, doucement, devant la nation, ils marchèrent. Ils portaient la blouse ouvrière et la chaussure lourde, et ils montèrent sur le sentier. Et silencieux, ils marchèrent. Ils n'avaient point changé leurs vêtements, ni lavé d'eau, les traces du jour à la peine, de la nuit au feu. Là, très là, mais voués au vœu de refuser le repos, ils suintaient la rosée de la jeunesse hébraïque. Ils s'avançaient les deux, puis, au garde à vous, ils s'arrêtèrent immobiles. Et nul signe pour savoir s'ils étaient vivants ou percés de balles. Alors, baignés de charmes ou de larmes, la nation demanda « Qui êtes-vous » Et silencieux, les deux répondirent « Nous sommes le plateau d'argent sur lequel fut donné l'État au peuple juif. » Puis, au pied de la nation, ils tombèrent. Et le reste sera raconté dans l'histoire d'Israël. Pour terminer cette cérémonie du Yom HaZikaron, nous allons écouter la Tikva. Voilà,
La cérémonie du Yom HaZikaron est terminée. Nous avons pleuré pour nos soldats et nous réjouissons également pour tout ce qu'ils ont permis, entre autres, que Israël soit le pays qu'il est aujourd'hui. En attendant que nous recevions le rabbin Kaufman, je voudrais demander à notre député qui, entre deux séances à l'Assemblée nationale, donc vraiment aujourd'hui on va tout avoir, on va avoir Jérusalem et l'Assemblée nationale à Paris, donc à Guillaume Gouffiécha de nous dire les quelques mots qu'il voulait nous dire. À toi Guillaume. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et merci très cher Serge pour votre invitation ce soir à partager ce moment fort et ces quelques minutes avec vous. Alors effectivement, tu l'as dit, entre deux séances, donc vous voyez derrière moi l'écran de la télévision allumé, on a le projet de loi climat au même moment et donc je devrais regagner les bancs tout à l'heure. Mais je tenais en tout cas à être présent parmi vous quelques minutes. Déjà, quelques mots avant, juste pour saluer les responsables du Centre Hillel. Bien entendu, j'aurais préféré qu'on puisse se retrouver aujourd'hui physiquement et j'ai quand même hâte qu'on puisse le faire et se retrouver toutes et tous le plus rapidement possible. Mais je tiens à saluer votre engagement qui est exemplaire au quotidien dans la vie de notre cité, dans la construction de sa citoyenneté, de ses valeurs et bien de ces valeurs que vous avez portées et que vous portez depuis le début de cette terrible crise que nous vivons depuis maintenant plus d'un an. Et de tout ce que vous avez mis en place pour continuer à faire vivre le lien social, faire vivre le lien entre les uns et les autres, à faire vivre aussi les solidarités, les attentions qui sont nécessaires auprès de ceux qui connaissent soit la maladie, soit les difficultés liées à cette crise. Et je tiens en tout cas à saluer votre engagement de tous ces instants. Puis, je tenais à être parmi vous en ce Yom HaZikaron, en ce jour du souvenir. Alors c'est la première fois que je participe avec vous à cette cérémonie dont les images, je voyais un mot qui est écrit sur la boucle d'échange, je crois, tout à l'heure, sont particulièrement touchantes, fortes, en ce jour du souvenir où l'on se souvient des 23 928 soldats, Serge, hein, c'est toi qui m'avais communiqué oui. l'attention, qui sont morts au combat, ou qui sont morts pour assurer la sécurité, la défense d'Israël et de ses habitants, et dont nous devons effectivement à aucun moment oublier ce sacrifice suprême, tout comme ceux qui sont engagés au quotidien dans les armées, bien entendu, d'Israël, qui sont engagés pour la défense d'un État, mais la défense aussi de la démocratie et de ce qu'elle représente. Car Israël est un État démocratique, est une lumière démocratique dans un Moyen-Orient bouleversé depuis de nombreuses décennies, en guerre depuis de nombreuses décennies. Et il est toujours important de le rappeler, tant cette démocratie parlementaire est importante. Alors même si, effectivement, en échangeant avec toi, Serge, je sais qu'il y a des élections par moment à répétition, ce ne sont pas les mêmes, la même constitution que nous pouvons connaître en France, mais c'est une démocratie dont le cœur est très vivant et pas uniquement de temps en temps au quotidien, que ce soit dans les débats d'idées ou dans les débats électoraux. Et c'est ce qui permet, je pense, à l'État d'Israël de passer toutes les épreuves auxquelles il doit faire face et des épreuves qu'il a connues, tout comme tous les États du monde entier ces derniers mois, dans la crise du Covid, et d'ailleurs d'une manière tout à fait exemplaire et regardée par le monde entier. Quand on voit aujourd'hui les images d'Israël où la vie revient progressivement à la normale, et des images qu'on a hâte de retrouver dans toutes nos rues et dans tous nos quartiers en France, je le pense. Donc c'était important pour moi d'être parmi vous pour ce moment de souvenir, ce moment de commémoration, de partage en cette journée si spéciale du jour du souvenir. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée et j'espère bien vous revoir le plus rapidement possible, et surtout faites attention à vous et à vos proches durant les semaines qui restent. Je suis certain que nous sortirons de cette crise très bientôt.
Merci Guillaume pour ces gentils mots que je sais que tu penses profondément. Et vraiment, nous apprécions la relation que nous créons à travers toi avec la République. Merci de ta participation. Je te dis bonne soirée au Parlement. Et sans perdre de temps, je vais laisser la parole au grand rabbin Olivier Kaufmann. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci. Rabbin Kaufmann, vous m'entendez? Oui. Oui, a priori, vous m'entendez, non? Oui. Très bien. Écoutez, je voulais déjà remercier le député pour ses paroles qui font honneur à la France. N'oublions pas les relations nouées dès le début de la création de l'État d'Israël avec la France et le général de Gaulle. Et c'est dire que nous avons, à travers la représentation nationale, un soutien fort en termes de valeurs de démocratie. Et monsieur le député a eu raison de souligner que dans un Moyen-Orient bien tourmenté, eh bien, la démocratie israélienne, où parmi les 120 députés, il y a des députés arabes israéliens, qu'il y a toutes sortes d'obédiences, ce qui fait qu'on se rapproche plus de la Troisième République que de la Cinquième République en termes de coalition, et ce qui fait qu'il y a, il est vrai, des élections coûteuses, des élections à répétition, mais c'est aussi le prix d'une démocratie vivante avec un débat national qui fait que même en temps de pandémie, eh bien, l'État d'Israël a maintenu le débat et je dirais les discussions dans toutes les composantes de la société israélienne. Je voudrais également remercier Serge Belaïch, qui est un militant infatigable, pas juste de votre communauté, mais je dirais au service du consistoire. Et c'est bien d'avoir encore des gens qui croient dans l'institution consistoriale. C'est une vieille maison, certes, qui date depuis Napoléon, mais qui a fait ses preuves en termes de représentation du culte juif auprès des pouvoirs publics. Et s'il est vrai qu'aujourd'hui, on peut ici et là critiquer cette vieille maison, elle a fait ses preuves, elle a besoin d'être soutenue. Et je voudrais remercier Serge Belaïch qui a fait une action au service des services éducatifs remarquables. Je voudrais le remercier au nom du consistoire, au nom du rabbinat, parce qu'il a été créatif, imaginatif. Je pense tout particulièrement aux enfants qui ont des difficultés, des handicaps, ou des enfants malades, ou des enfants éloignés d'un lieu de Talmud Torah, ou des enfants d'école publique qui ont besoin de connaissances en matière de judaïsme. Eh bien, grâce au e-learning, eh bien, Serge Belaïch, et je pense aussi à Jonas, qui fait un travail exceptionnel au sein du Fonds social, le projet Noé, c'est une famille véritablement attachée à la transmission. Et je voulais le remercier, d'autant plus que ce e-learning nous a servi, parce qu'en temps de pandémie, il a fallu aussi faire preuve de créativité pour que les enfants ne soient pas en décrochage scolaire au niveau du Talmud Torah. Et là encore, Serge Belaïch a été de tous les instants, et je sais qu'il est très attaché aussi à vérifier et contrôler le fonctionnement de tous les Talmudé Torah de Paris et Île-de-France. Et en ces temps où, depuis quelques années, il n'y a pas véritablement de directeur des services éducatifs, je crois que Serge Belaïch est l'homme providentiel, polyvalent, qui fait tout à la fois. Et je voudrais aussi le remercier parce que j'ai des fidèles de la synagogue de la Place des Vosges qui participent à vos voyages. Et c'est des fidèles, vous savez, qui sont très éloignés, je dirais, qui ont fait un travail de rapprochement. Vous savez, la communauté ashkénaze, avec la fracture de la Shoah, avec souvent une transmission difficile. Je dirais qu'il y a dans ces familles ashkénazes eu une difficulté de se réapproprier des valeurs juives. Et je dis toujours que moi, en tant que rabbin d'une communauté fondée par des déportés, je n'ai pas la prétention de les réconcilier avec le Créateur. Mais par contre, nous avons le devoir de les réconcilier avec la notion je dirais, d'un peuple en mouvement. Et c'est précisément aussi ce que vous venez de mettre en avant, c'est qu'à travers le souvenir, savoir d'où on vient, savoir aussi être redevable des jeunes filles et jeunes garçons qui, vous avez dit, monsieur le député, le mot sacrifice, c'est un sacrifice sur les plus belles années de la jeunesse, où on repousse les études, les garçons et les filles vont mettre plusieurs années au service
de l'État d'Israël. Vous avez parlé de démocratie, vous avez parlé des habitants, mais je dirais que même au-delà des habitants, c'est le peuple juif en diaspora qui souvent a été menacé. Je pense aux juifs éthiopiens, je pense aux juifs de l'ex-URSS qui souvent ont eu cette main tendue de l'État d'Israël qui, dans ses lois fondamentales, parce qu'il n'y a pas de constitution à proprement dit, mais des lois fondamentales, eh bien, est un État refuge pour des Juifs qui seraient menacés dans leur sécurité. N'oublions pas que parmi les pionniers qui ont fondé l'État d'Israël, ce sont des hommes et des femmes qui sortaient pour certains d'entre eux des camps de la mort, qui n'avaient pas de grands moyens, qui avaient été spoliés, dépossédés de leurs biens et qui rêvaient eh bien, d'un havre de paix. Je voudrais donc vous remercier de l'honneur que vous me faites de participer à cette cérémonie. Vous m'avez demandé de traiter du souvenir, mais comment parler que du souvenir sans parler aussi d'avenir, c'est-à-dire que ce n'est pas un souvenir mortifère. Et je parle en connaissance de cause, puisque je suis rabbin d'une synagogue fondée par des déportés, et il était hors de question que nous puissions être enfermés dans quelque chose qui serait mortifère. Être juif, c'est pas juste être tourné vers le passé, c'est se tourner vers un avenir plus radieux. C'est cet avenir-là que nous voulons offrir à nos enfants. Cette cérémonie que vous venez de célébrer et va être suivi de festivités. C'est ça aussi le passage un peu étonnant du souvenir, mais qui n'est pas, encore une fois, mortifère, qui n'est pas sclérosant, bien au contraire, mais qui nous permet de pouvoir prétendre légitimement à une joie débordante. Voilà. Et vous voyez, associer les noms de nos morts à la joie, c'est aussi quelque chose de très important. La mémoire ne peut pas être circonscrite à un monument ou une pierre tombale. C'est une mémoire faite de chair et de sang. Nous sommes les héritiers, nous sommes responsables de l'héritage qui nous a été légué par nos grands-parents. Et j'ai pour habitude de rappeler que parmi celles et ceux qui ont fondé la synagogue de la Place des Vosges ou d'autres communautés, quand au lendemain de la guerre, il fallait reconstruire la communauté juive de France, eh bien, tous ces hommes et femmes n'ont jamais eu un désir de vengeance, n'ont jamais brûlé des voitures ou cassé des vitrines, ils n'ont pas été assistés par des psychologues ou des assistantes sociales, ils n'ont pas cherché à justifier quoi que ce soit de leur vague à l'âme, non, ils se sont mis au travail. Et dans ce quartier du Pletzel, de ce marais où tant de juifs émigrés ont, dans leurs appartements, mis des ateliers de confection, où ils ont fait en sorte d'offrir le meilleur d'eux-mêmes pour que leurs enfants puissent s'intégrer dans la société française, s'intégrer à travers le travail, à travers des valeurs basiques qui leur permettraient d'être fiers de ce qu'ils incarnent. Eh bien, ce que nous avons entendu il y a quelques instants aussi à travers la prière prononcée par le Rav Mendy, c'est aussi ce à quoi nous devons penser. C'est un kaddish qui s'élève dans les communautés où on peut le faire à l'unisson de toutes les synagogues du monde. Et je voudrais remercier également le temps du député. Je sais qu'il doit rejoindre le Parlement et je le mets à l'aise parce que vous savez que les rabbins ils commencent à parler mais ils ne savent jamais quand ils s'arrêtent. Donc je vous mets à l'aise, vous pouvez. Voilà. Merci pour votre courtoisie et votre bienveillance. Je voudrais vous dire, mes chers amis, que oui, c'est vrai, vous avez raison, Monsieur Belaïch. Nous nous souvenons de la souffrance de ces jeunes filles et de ces jeunes garçons. Je pense aussi à celles et ceux qui ont été arrachés à la vie par tous les attentats qui ont ensanglanté la terre d'Israël. Eh bien, nous ne voulons pas rester enfermés par cette souffrance. Et ce que je vous propose en quelques instants de méditation, c'est quelques extraits de commentaires du Rav Kook, qui a été le premier grand rabbin de la Palestine, bien avant la création de l'État d'Israël. Je voudrais aussi verser quelques mots du Talmud pour mieux comprendre que même si on est plongé dans la souffrance, eh bien, nous voulons connaître le bonheur. Et c'est pour cela que nous allons passer dans quelques instants aux festivités de Yom HaAtzmaut. Oui, c'est vrai, hier, nous connaissions l'horreur. Demain, nous voulons des paroles de paix. Et ce n'est pas par hasard que le rabbinat israélien a fixé que demain matin, du moins dans les communautés qui célébreront Yom HaAtzmaut, eh bien, nous lirons la Haftara que nous avons lue le 8e jour de Pessah. Od Hayom Benov, qui est un On a un petit souci de connexion du côté du rapport. Sens de Yishuv Haaretz, à cette notion d'habitation. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est plusieurs choses. Tout d'abord, c'est que le Rav Kook, dans son livre Orot HaTshuva, nous explique
la définition du bien. Comment définir le bien? Comment faire en sorte que nous puissions donner envie à nos enfants à se battre comme toutes celles et ceux qui se sont battus pour l'État d'Israël. Ils se sont battus pour ce que l'État d'Israël incarnait en termes de vision prophétique, mais même celles et ceux qui n'étaient pas observants ou croyants savaient que l'État d'Israël allait incarner des idéaux nobles. Eh bien, le Rav Kook dit, comment expliquer à nos enfants ce qu'est le bien? Ce n'est pas l'absence du mal. Ça serait une version, je dirais, idyllique. Idyllique. C'est impossible de dire à nos enfants que l'État d'Israël serait un État idyllique. Alors, je sais bien que certains attendent que le Mashiach arrive pour que l'État d'Israël soit habitable. Bon, eh bien, il y a des rabbins sionistes comme le Rav Kook qui pensent que nous pouvons tout de suite agir. Après, c'est un débat, hein, je ne suis pas là pour trancher ce débat, mais juste de comprendre que celles et ceux qui sont là en Israël participent à un rêve en notre nom, qu'on le veuille ou non. On ne peut pas rester indifférent. Donc, le souvenir, c'est quoi? C'est se souvenir, oui, il y a eu de l'horreur, oui, il y a de la barbarie nazie, oui, il y a des pays hostiles qui ont fait la guerre constamment à nos frères et sœurs en Israël. Mais le Rav Kook nous dit dans son livre Orat HaTshuva que la définition du bien, c'est le mal vaincu. Voilà ce pourquoi on doit se battre. C'est faire en sorte d'être des hommes et des femmes de bonne volonté, portés par un désir commun, d'édifier le lieu de résidence de la providence. Quand on regarde nos frères et sœurs qui ont été esclaves, comment imaginer que, alors qu'on leur avait dit, vous allez aller en terre d'Israël, et en fin de compte, ils vont rester longtemps dans le désert, et ils vont créer un endroit qui n'est peut-être pas la terre d'Israël, mais qui est un ersatz des terres d'Israël, comme un peu nos synagogues. C'est le Mishkan, le temple portatif. Et on les appelle Chachmei Lev, des sages de cœur, capables d'associer la connaissance, le savoir, les sciences au sentiment, à la sensibilité, à l'énergie. Ont-ils appris le métier d'architecte en Égypte? Ont-ils appris le métier de tisserand? Non, ils ont été confrontés à l'horreur pharaonique, à la laideur du monde. Et pourtant, ils ont été capables de vaincre cette vision du mal, de le regarder en face, ce mauvais monde, cette méchanceté humaine, et de transfigurer. Eh bien, c'est ce combat. C'est si nous nous souvenons de nos frères et sœurs qui sont morts pour la création de l'État d'Israël, pour défendre l'État d'Israël, ce n'est pas juste un souvenir mortifère, c'est se dire, oui, ces hommes et femmes ont uni le volontarisme, le courage, la sagesse et le cœur. C'est une manière de rappeler aussi, mes chers amis, que Kol Ish Asher Nesao Libo, tout individu était porté par la sagesse du cœur. Comment imaginer que ces hommes et femmes ont pu être aussi ingénieux, aussi amoureux du beau après les horreurs qu'ils avaient vécues? Comment imaginer, ça c'est pour le Mishkan, mais on peut dire la même chose pour l'État d'Israël. Comment imaginer que des hommes et des femmes qui pour la plupart avaient perdu des kilos et des kilos vont courir pour une terre non ensemencée, aride, qui est hostile, avec la malaria, les marécages? Quelle idée! Alors vous me direz oui, mais ils étaient chassés, certains étaient apatrides. Mais quelle idée! Ben, c'est ce rêve. Oui, dit le prophète Jérémie, je t'ai suivi dans le désert parce que cette idylle amoureuse, nous la rêvons et nous l'avons en nous, nous n'avons jamais cessé de chanter et d'espérer. Voilà, ces hommes et femmes qui vont faire d'une terre rocailleuse, certes promise, mais rocailleuse, inhospitalière, voilà, ce jardin que nous connaissons aujourd'hui. Ça, c'est le sens premier de, comme dit le Ramban Nachmani, il dit voilà, ils sont portés par l'intelligence du cœur. Ces hommes et femmes sont le peuple d'Israël dans sa beauté la plus intense. Je voudrais conclure mes propos pour ne pas être trop long et pour ne pas abuser de votre temps, pour dire que vous savez, le souvenir, c'est quoi? Le souvenir, c'est la répétition. Le premier à avoir parlé du souvenir, genre le premier, en tout cas, le premier commentaire à avoir insisté sur cette notion de souvenir dans le Pentateuque, dans la Torah, c'est Rashi. Le livre de Shemot, on le traduit par le livre de l'Exode. Non, c'est le livre des noms. Et Rashi pose cette question. Mais pourquoi rappeler les noms des 12 tribus d'Israël qui ont déjà été mentionnés à la fin du livre de la Genèse et que normalement, il n'y a pas de répétition? Il n'y a pas de répétition dans la Torah. La règle d'exégèse basique, c'est l'économie des mots. Pourquoi redire Réhouven, Shimon et rappeler le nom de Jacob, Joseph? Tout ça, on le savait. Et Rashi a cette belle explication. Parce que la répétition je dirais, est constitutive du souvenir. Ce souvenir, oui, c'est répété. Souvent, on dit à nos parents, vous répétez la même histoire. Il ne faut jamais dire ça. Quelqu'un qui nous répète la même histoire, d'abord, il a besoin de la remémoriser et qu'il puisse avoir quelqu'un qui l'écoute. C'est pour ça qu'on fait le souvenir.
on répète la même chose, les mêmes noms. Eh bien, Rachid dit, de la même manière que nous rappelons les noms du vivant des personnes et que nous les accueillons avec force et conviction, le 8e jour pour les garçons avec la circoncision, dès l'accouchement, quand le papa monte à la Torah pour la jeune fille, pour le bébé fille, eh bien, il est très important que nous prenions le même temps, le même pointillisme pour évoquer les noms de nos morts, parce qu'ils sont toujours vivants dans nos cœurs et dans nos esprits. Et ce qui se passe en Israël, quand ce défilé de noms incessants, vous savez que pendant le Covid, on a des jeunes de la place des Vosges qui sont soldats et chacun, comme on ne pouvait pas rassembler les familles au cimetière Herzl, alors chaque soldat et soldate devait porter en lui ou en elle des noms et se recueillir et lire des télim devant chacune des tombes. Voilà la force du peuple juif, c'est-à-dire se souvenir, mais toujours avec l'idée de quoi sera fait l'avenir. Eh bien, quand nous étudions une Gemara, un Talmud, et que nous terminons avec joie, que disons-nous à la fin, quand on termine, on fait un siyum? On dit Hadran halach. Eh bien, nous prononçons cette phrase symbolique, nous reviendrons vers toi. Oui, parce que nous prenons l'engagement devant un livre que nous fermons, même si nous l'avons terminé, nous reviendrons vers toi. Parce que le souvenir, c'est la répétition incessante, ne jamais cesser de répéter. Parce que quand on dit nous reviendrons vers toi, nous prenons l'engagement de nous replonger de manière perpétuelle dans nos textes et dans les noms. Non pas parce que nous ayons peur d'oublier, mais parce que l'être humain est amnésique par excellence, parce que nous voulons rafraîchir nos connaissances et aborder les commentaires avec un enthousiasme sans cesse renouvelé. Voilà, le terme de hadran, halach, hadran, qui vient de la racine hadar, qui est un rappel du mot hadar dans le sens de la splendeur. Tout à l'heure, Noémie, la jeune Noémie, lisait ce beau texte d'Edmond Fleck, Plateau d'argent. Oui, les matériaux les plus nobles sont apprêtés pour qu'ils soient au service des idéaux les plus nobles. Oui, eh bien, lorsque nous avons des couleurs vivaces, des matériaux nobles comme l'or et l'argent dans le Mishkan, c'est un peu ce que nous voulons retrouver aussi dans les valeurs portées par l'État d'Israël. Eh bien, mes chers amis, beauté va de pair avec pérennité et éternité. Et c'est précisément ce beau que nous aimons, pas le beau sur le plan esthétique. Vous remarquerez que quand on dit tu respecteras, tu honoreras les personnes âgées, on prend la même racine. Pourtant, ils ont les visages abîmés par le temps. Mais non, le terme hadar signifiant splendeur doit nous inciter à admirer la beauté que recèle un visage marqué par les années. Alors l'État d'Israël, c'est un jeune État, mais en même temps, il y a un âge avancé parce que quand on a tant de guerres depuis la guerre de l'indépendance, tant d'épreuves comme les attentats, on pourrait croire que cet État pourrait vieillir trop vite. Eh bien non, c'est un enthousiasme sans cesse renouvelé. Et nous le voyons avec cette période de pandémie qui a été jugulée très rapidement en Israël. Eh bien, que Dieu fasse que cette période que nous franchissons ensemble, qui en fait clôture ce mois de Nissan avec la sortie d'Égypte, puisque nous sommes maintenant dans un printemps avancé, même s'il fait encore froid en France, mais c'est un printemps de la liberté, comme dit le Rav Kook. Et cette sortie d'Égypte, elle est perpétuelle parce qu'elle nous rend capables d'imaginer encore des mouvements de libération de l'être humain, de l'État d'Israël. Et il nous appartient donc à continuer à être l'âme et la lumière du monde, comme le disait le Rav Kook, Or la Goyim, une lumière pour les nations. Oui, nous n'avons pas peur de dire que nous nous souvenons, même si certains nous disent vous êtes encore larmoyant, assez de mémoire. Je sais bien qu'il y a la concurrence des mémoires, que c'est un vrai débat, le débat sur la mémoire au sein de ce pays, au sein de la France, mais il n'en reste pas moins, et le débat est aussi en Israël, sur la mémoire de la Shoah, la mémoire, il y a un grand débat même dans le monde de l'éducation, mais ce n'est pas parce que nous nous souvenons que nous voulons noircir et obscurcir la vue de nos jeunes, bien au contraire. C'est parce que nous nous souvenons que nous serons capables de leur dire vous pouvez regarder en face l'avenir. Et c'est cet avenir que nous partagerons, si Dieu veut, mais Chaïl de génération en génération. Merci pour votre accueil et merci pour votre écoute. Merci, M. Ravin Kaufman, pour ces paroles si enrichissantes et si motivantes. Et je crois que ce soir, vous nous avez donné une vitamine, la Kaufmanine, pour notre attachement à l'État d'Israël, si tant est que nous en avions encore besoin.
Et on va passer directement à Yom Ha'atzmaut. Et quoi de plus naturel d'aller se retrouver à Jérusalem, où le docteur Lévy, ancien militant de la communauté juive, aujourd'hui installé depuis plus de 20 ans à Malé Adoumim. Mon cher Shaoul, la parole t'appartient. Monsieur le Président. Oui. Juste pour vous dire que Shaoul Lévy est un médecin formidable. Il m'a soigné plusieurs fois quand j'étais dans les urgences en Israël et je voudrais le remercier pour son accueil, son hospitalité et sa simplicité. C'est un homme avec une très grande et belle âme. Shaoul, à toi. Shaoul, est-ce que le micro de Shaoul Lévy est ouvert? Ah. Il est normalement ouvert. En tout cas, la demande a été envoyée. Je vous le renvoie encore. Ah, problème, je ne sais pas. Ah, Shaoul? Non. Bon. Ah. Bon, alors ce que je propose, c'est que nous passions à l'étape suivante de notre cérémonie voilà, et que nous voyons ce petit clip sur nous faire un récapitulatif de l'histoire d'Israël. Voilà. David Ben-Gurion declared an independent state of Israel on May 14th, 1948, and a new chapter of Jewish history began. The British had controlled Palestine under the British Mandate, but that expired at midnight, and so the early Zionists declared a new nation. Some of them had lived in the land for generations, and some were new arrivals from Nazi Europe. For a couple of years, May 14th was a day for mourning lost soldiers. Then in 1951, Israel decided to split the day into two parts, Yom HaZikaron, Remembrance Day, and Yom HaAtzmaut, Independence Day. It is celebrated on the 5th of Iyar, or one of the days right around it. In 1953, Yom HaShoah, Holocaust Remembrance Day, was also added to this period, happening 8 days earlier. Yom HaZikaron begins at night with a minute-long siren where the whole country stops and stands in silence. Another siren the next morning kicks off the official memorial ceremonies, as well as private ones where people remember their loved ones. As night falls, the memorial mood shifts quickly as Israelis move into party mode, and Yom HaAtzmaut begins, starting with a formal state torch lighting ceremony on Mount Herzl in Jerusalem, to fireworks over Rabin Square in Tel Aviv, to street parties everywhere. As the night goes on, the party gets more and more lively, of course. And the next day, while possibly nursing an Arak hangover, is all about a barbecue on the beach or at the park with absolutely everyone else. Around the world, Jewish communities join in solidarity with those in Israel by wearing blue and white to celebrate the Israeli flag, eating classic foods like hummus, falafel, watermelon feta kebabs, and of course, bamba. Folk dancing is a fun old-school tradition, and lots of communities host big parties featuring Israeli rock bands, artists, and nonprofits. In synagogues, some communities say the Psalms of Praise called Hallel, or the Prayer for Miracles, Al Nisim. Why? Because, for some Jews, the founding of the state was a religious historical event, the fulfillment of a biblical promise to Abraham and Sarah that the land they walked would one day be home to their children's children. There's some difference here about who says what, but the basic idea for these religious Zionists is that Yom HaAtzmaut is a modern holy day. Not so for secular Zionists who remember and celebrate, but without the religious overtones. Some Jews differ very strongly and see the founding of the state as heresy. These Haredim, or ultra-Orthodox Jews, say that the promise to Abraham and Sarah was to be fulfilled by God, not by people. They don't mark the founding of the state, even if they choose to live there. Finally, about 20% of the state is not Jewish at all. They are Muslim, they are Christian, they are Druzi, or they are foreign students and workers of different religions. They see the day differently. Some feel, despite their religious difference, a patriotism and respect for the Holy Land as a Jewish and democratic state. Others mark the day with protests and memorials on behalf of the Arabs who fell in battles or fled the land in 1948. Taken together, Yom HaShoah, Yom HaZikaron, and Yom HaAtzmaut constitute a week that is sometimes called the Israeli High Holidays. Danielle Hartman writes, "The sadness of Yom HaZikaron does not give new meaning to Yom HaAtzmaut. Rather, it gives it gravitas.
It reminds us of the price we paid and, as a result, the care, responsibility, and duty we have to build a great country and to live and to give our lives special meaning. Voilà, donc nous allons maintenant retrouver la liaison avec Shaul Lévi depuis Ma'ale Adoumim plus précisément. Shaul, à toi? Non, il n'y a pas de son. Alors, je vous envoie une demande d'activation. Il faut que vous activiez votre micro. Shaul, est-ce que tu as activé le micro? Tu m'entends? Voilà, c'est bon. Vous m'entendez? Bon. Ah. Oui, très bien. Shaul, à toi. Il y a deux mondes dans la vie. Il y a le monde de la technique et le monde de la médecine. Je ne suis pas très brillant en médecine, mais alors en technique, je suis nul. D'abord, je voulais vous remercier de m'avoir invité, surtout que ces 73 années de l'État d'Israël, c'est aussi mon âge. Donc, vous voyez avec ma barbe et le ton de ma voix, je suis adéquate. Quand Serge, tu m'as demandé de parler en tant que personne qui vit en Israël et à Jérusalem en particulier, et ce depuis 27 ans, j'ai voulu faire une entorse à ta question. J'ai dit un homme de mon âge n'a pas besoin de raconter toute son histoire, mais j'ai pensé à quelque chose qui me paraissait original, puisque, Baruch Hashem, j'ai 14 petits-enfants. Et il y a quelques jours, j'ai demandé à tous mes petits-enfants, par WhatsApp, séparément, de me dire que lorsqu'ils entendent le mot Yom Ha'atzmaut en Israël, quel est le mot qui leur vient à l'esprit. Alors, mes petits-enfants sont depuis l'âge de 21 ans jusqu'à 5 ans. Alors, il y a des mots qui sont revenus. D'abord, le premier mot que l'on voit, c'est la fierté. Et quand j'ai demandé à l'un de mes petits-enfants qu'est-ce qu'il voyait derrière ce mot, il dit, papy, ce qui est derrière le mot fierté, c'est qu'on est juif, on vit en Israël, et c'est une fierté d'être sur notre terre. Un deuxième m'a dit, papy, c'est l'unité, Yardav. J'ai dit, tiens, c'est intéressant. Il me dit, oui, parce qu'en Israël, eh bien, tous les juifs, on se côtoie, des gens religieux, des gens non religieux, des gens avec des barbes, des bédouins, puisqu'il y en a qui habitent au désert. Eh bien, on a l'impression d'être vraiment un seul peuple. Ça, c'est un enfant de 11 ans. La personne de 21 ans me disait, l'aîné, moi, le mot qui me vient à l'esprit, c'est liberté. C'est qu'on a liberté ici, c'est l'une des seules qui est née en France. Tous les autres sont nés en Israël, sont des sabrés. Et elle me dit, le jour où je suis arrivé en Israël, je vois toutes ces personnes qui parlent la même langue. J'ai l'impression d'être une sœur à chacun d'entre eux. Et vraiment, j'ai un sentiment de liberté absolue quand je me promène dans les rues de Jérusalem ou de Tel Aviv. Celle de 8 ans, elle dit, papy, le mot quand j'entends Yom Ha'atzmaut, c'est la victoire. Alors j'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire par là? Elle me dit, je sais qu'on a beaucoup de guerres contre nos voisins, et grâce à Dieu, chaque guerre, Israël les a remportées. Et une dernière approche, c'était qu'il y avait cet esprit de fête. Lorsqu'elle entend le mot le Yom Ha'atzmaut, pour elle, c'est la fête. Et c'est ma petite fille de 5 ans qui m'a dit, papy, lorsque Yom Ha'atzmaut arrive, eh bien, on danse avec les drapeaux, comme pour Simchat Torah, on danse avec les Sefer Torah à la synagogue. Eh bien là, on danse avec les drapeaux, on essaye de le lever le plus haut possible, mais dans la rue pour que tout le monde nous voit. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'une grande réflexion en moi est arrivée, et je ne te cache pas, Serge, en dehors de la réflexion, il y avait une émotion. Parce que je me suis dit, mais pourquoi suis-je venu en Israël à un âge avancé de 48 ans, après 18 ans d'exercice de médecine en ville à Paris? Pourquoi je suis venu là?
Eh bien, en écoutant cette semaine la réaction de tous mes petits-enfants, j'ai rien demandé à mes enfants, qui sont tous mariés, qui ont une profession, mais je voulais savoir comment leurs enfants à eux, donc mes petits-enfants, réagissent à ce mot d'Atzmaout. Et je me suis posé la question, pourquoi es-tu venu? Eh bien, la réponse, elle est venue toute seule, en écoutant toutes ces réponses extrêmement riches, extrêmement profondes, étant donné surtout leur âge, parce qu'il n'y avait aucun masque, il n'y avait aucun filtre là. Ce sont des propos d'une liberté absolue. Ben, je dis, notre volonté de venir vivre en Israël, comme l'a dit le rabbin il y a quelques minutes, c'était un devoir de transmission. C'est vrai qu'on peut transmettre le judaïsme, et on l'a reçu comme cela de nos parents. On peut transmettre l'amour d'Israël, et on l'a reçu par nos parents, puisque nous sommes là, mais il y a des racines extrêmement profondes qui sont très difficiles à transmettre, si ce n'est par le vécu, dans le quotidien, pas le vécu simplement de voir comment ses parents vivent, comment ses grands-parents vivent, mais comment l'environnement humain fonctionne en Israël. Et ce Yom Ha'atzmaut, pour revenir à tous les propos qui ont été évoqués par ces petits garçons et ces petites filles, m'ont donné un sens encore plus profond que je pouvais l'imaginer. Mais je leur ai dit après, quand je les ai retrouvés, c'est qu'il leur manque un mot dans tout cela, et c'est sûr qu'à leur âge, ils n'ont pas eu la conscience de le dire, c'est le mot de tikva, le mot d'espoir. Le rabbin Kaufman en a évoqué un moment à juste titre, et tout ce qu'il a dit, je partage entièrement tous ses propos. Le mot de l'espoir en Israël, c'est un mot-clé. C'est-à-dire que même si parfois il y a des vagues négatives, on sait qu'après, comme le disait le Rabbi Nachman de Bratslav, Yeridat Tzorech Aliyah, c'est-à-dire que lorsqu'on tombe, cela signifie qu'il y a une obligation de remonter. Et la force en Israël, et depuis que je suis là, je m'aperçois que les moments les plus difficiles prennent un temps, mais il y a une telle volonté collective, il y a une telle force à l'intérieur de ce peuple sur sa terre, c'est que toutes ces difficultés sont surmontées. Et si nous avons comme hymne national que l'on chante X fois à Yom Ha'atzmaut en particulier, qui s'appelle la Tikva, c'est parce que c'est un des socles qui permet d'avancer, mais d'avancer toujours de plus haut. Et le rabbin Kaufman a dit une des phrases que le Rav Kook avait repris, je crois que c'est du prophète Jérémie, que le peuple Israël est hors la goïm, c'est-à-dire c'est une lumière pour les peuples. Et depuis quelques années, je vois beaucoup de présidents de pays étrangers, des grands pays, des petits pays, qui viennent demander des conseils, qui eux-mêmes viennent à la Knesset ou à la maison de Bibi Netanyahou. Tout ça pour dire que j'ai l'impression que l'histoire qui était vécue par le roi Salomon à l'époque, où tous les rois venaient demander des conseils au roi Salomon pour améliorer leur propre royauté, leur propre fonction de roi dans leur pays, eh bien, j'ai l'impression qu'actuellement, des pays en 2021, des présidents, des premiers ministres viennent. Il y a 15 jours, il y avait 7 premiers ministres qui sont venus de différents pays pour voir comment on combattait le Covid en Israël et pour bien d'autres choses aussi. Ben, je trouve que nos prophètes ont été dans la vérité et comme personne ne peut l'ignorer, les prophètes ont aussi prévu que le Mashiach sera là. Je ne suis pas quelqu'un qui est un mystique particulièrement, mais il se passe des choses tellement exceptionnelles en Israël que je crois qu'un juif a sa place, quel que soit son âge, quelle que soit sa force, et qu'Israël le recevra les bras ouverts. Voilà, ce Yom Ha'atzmaut m'inspire l'espoir, la liberté, la fierté, la victoire, l'unité. En fait, j'ai repris tous les propos de mes petits-enfants pour lesquels j'ai une très grande fierté, indiscutablement. Merci Serge de m'avoir donné ces minutes de parole. Merci Shaoul. Alors Shaoul a été un militant de la communauté juive assez important dans plusieurs domaines. Je sais qu'il ne veut pas que je le dise, mais entre autres, il a été président d'Avat HaYeled pour les enfants et il a été le lanceur de Meir Panim en France. Et maintenant, je peux te mettre comme directeur de l'agence juive après de telles paroles. Voilà. Merci Shaoul de ces mots. Et c'est un chaud au cœur de recevoir ces paroles depuis Jérusalem. Maintenant, nous allons demander au rabbin Mendy Danan
de nous faire la prière pour les Chayalim et les Médinat Israël. Je m'excuse en attendant auprès de Meir Habib qui est là, qui est en attente, du petit retard que nous avons par rapport à l'horaire que je lui avais donné, mais ça ne devrait plus tarder. Et n'oubliez pas qu'après ce début de soirée, nous avons le grand concours, le grand caout sur Israël, le quiz, avec à la clé un billet d'avion aller-retour. Mendy, à toi. מי שבירך אבותינו, אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילי צבא הגנה לישראל העומדים על משמר ארצנו מר אלוהינו מגאולה לבנון ועד מדבר מצרים ומן הים הגדול על לב הרבם ביבשה ובאוויר ובים ייתן אדוני את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל חיילינו מכל צרה ותבותה ומכל נגע ומחלה וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם ידבר שונאינו תחתיהם ויעטר ברית הישועה ובעטרת כי אנו לכם המלך עמכם וילחם לכם ויובכם מושיע אתכם ונאמר אמן. Merci au rabbin Mendy Daman. Et maintenant, nous allons écouter quelques extraits de la déclaration de l'indépendance par Eitan Slama. Et juste après, la parole sera à M. Meir Habib. Extrait de la Charte de l'Indépendance, chapitre 1. C'est en Eretz Israël que le peuple juif prit naissance. C'est là que se modela sa forme spirituelle, religieuse et politique. C'est là qu'il vécut sa vie indépendante, et c'est également là qu'il créa ses valeurs, tant nationales qu'universelles, et qu'il donna au monde le livre des livres éternels. Chapitre 3. Grâce à ce lien traditionnel et historique, les Juifs ont, de génération en génération, aspiré à leur retour et à leur rétablissement dans leurs anciennes patries. Au cours des dernières générations, ils y sont revenus en masse, pionniers, réfugiés, combattants, ont fait refleurir les déserts, ressuscité la langue hébraïque, construit des villes et des villages, créé une communauté évoluant sans cesse, maîtresse de son économie et de sa culture, aimant la paix, sachant se défendre et apportant à tous les habitants du pays les bienfaits du progrès et visant à son autonomie politique. Chapitre 5. Ce droit fut reconnu par la déclaration Balfour du 2 novembre 1917 et ratifié par un mandat de la Société des Nations, donnant ainsi une sanction internationale aux liens historiques existants entre le peuple juif et Eretz Israël et son droit d'y réédifier son foyer national. Alors, je voudrais remercier Eitan et également les deux autres jeunes qui ont participé à cette soirée, c'est-à-dire Noémie Weizmann et Idan Croise. Et maintenant, Mendy nous fait la prière de l'État d'Israël. Non, c'est fait, pardon, excuse-moi. Maintenant, je vais laisser la parole au député des Français de l'étranger, M. Meir Habib. Je dois dire que c'est un plaisir, Serge, c'est un plaisir Serge, de vous recevoir. Serge, je ne sais pas si tu m'entends, mais il n'est plus connecté là. Comment? Je ne sais pas si tu m'entends et si tu as vu mon message, mais il n'est plus connecté là. Ah, il n'est plus connecté? Non, je n'ai pas vu le... Ah, là, je viens de le voir maintenant. Je ne sais pas. Alors, ce qui s'est passé, bon, écoutez, je pense qu'on va continuer avec on va terminer cette cérémonie, puis s'il arrive à se reconnecter, nous lui donnerons la parole avant de passer à notre place, avant de faire place au quiz sur Israël. Tikva. Nefesh Yehudi Romi
פאתי מזרח קדימה עין לציון סופיה עוד לא אבדה תקוותנו התקווה בת שנות 2000 להיות עם חופשי בארצנו ארץ ציון ירושלים להיות עם חופשי בארצנו ארץ ציון הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום, שלום, שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו Ouais, il vient de se connecter, je coupe la musique. Alors vas-y, les paroles de Voilà. Donc, Evenu Shalom, Alechem, Monsieur Habib. Je sais que vous devez passer dans quelques minutes sur Radio J. Je vous laisse totalement la parole de suite et je vous présenterai après. On va faire l'inverse. Non, mais c'est pas grave. Ils pourront attendre aussi. Je suis avec votre magnifique communauté. On a dit à 22h et je viens de terminer avec nos amis d'Épinay. Je suis très heureux, mon cher Serge Belaïch, d'être avec vous tous ce soir. Rak Atzmaout Sameach. Je salue votre rabbin, le rabbin Mendy Danan, le président de la communauté, Richard Nidam, et toute la communauté, mon cher Serge Belaïch. Voilà. Alors, évidemment, c'est une journée magnifique après le Yom HaZikaron. Elle est un peu, je ne vous cache pas, je suis un peu, on va dire, un peu triste ce soir parce qu'on a eu pas une bonne nouvelle de la Cour de la justice française qui fait que Sarah Halimi n'aura pas de procès. Et ça me désole. C'est encore plus important aujourd'hui de comprendre à quel point l'État d'Israël est indispensable quand je vois une décision de justice qui vient de tomber. Comment une femme qui était un médecin, une directrice d'école, une femme de bonté, a été massacrée, assassinée à point de nu avec 25 policiers en bas, et qu'à ce stade, il n'y aura pas de procès. Comme il n'y a pas eu sur le DJ Selam à l'époque, dans les deux cas, parce que, en l'occurrence, le dernier, il fumait du cannabis, n'était pas responsable de ses actes, alors qu'au contraire, ça aurait dû être une circonstance aggravante. Donc, je suis désolé de vous parler de ça, mais plus que jamais, on voit l'importance de l'État d'Israël. Plus que jamais, Israël reste le certificat d'assurance vie du peuple juif, et plus que jamais, comment avons-nous fait avant cet État d'Israël? On l'a évidemment pleuré pendant 2000 ans. On a dit dans tous les mariages pour rappeler le souvenir de Sion, et c'est arrivé en 1948. Et aujourd'hui, à quel prix? Et aujourd'hui, nous fêtons ce 73e anniversaire. Moi, je suis français, député juif, mais extrêmement attaché viscéralement, et c'est un immense bonheur de représenter les 180 000 Français à l'Assemblée nationale notamment qui habitent Israël. Et je suis très heureux d'être avec votre magnifique communauté, à votre demande, mon cher Serge Belaïch, pour en parler, pour rappeler à quel point, vous savez, ça ne date pas d'hier. Je le dis souvent et je le dis dans l'hémicycle, l'État d'Israël est le certificat d'assurance vie du peuple juif. Et par exemple, en 1976, lorsqu'un avion d'Air France avait été détourné, il avait été amené à Entebbe, les plus anciens s'en souviennent,
c'est un commando israélien, un avion d'Air France. Et les terroristes avaient séparé les juifs et les non-juifs, pas les Israéliens et les non-israéliens. Et le commandant à l'époque, Bakos, était resté dans l'avion. Il a dit, je reste avec les otages français juifs, et il y avait aussi des Israéliens. Et c'est qu'un commando israélien qui était conduit par le lieutenant-colonel Yoni Netanyahou, qui est intervenu à l'époque pour libérer cet avion. Déjà, en 1976, il a perdu la vie. Et c'est là où Benjamin Netanyahou, qui est devenu mon ami le plus proche dans la vie, au-delà d'être le Premier ministre de l'État d'Israël, il est réélu, je pense, on verra bien les résultats, mais enfin, il est largement tête pour la 6e fois. Et c'est un commando de Tsahal qui a libéré cet avion d'Air France. Et nous, on a une dette par rapport à cela. Et aujourd'hui, il y a un État aussi qui menace l'État d'Israël, c'est la République islamique d'Iran, qui dit ouvertement, on veut détruire l'État d'Israël, qui est une tumeur cancéreuse. Et le monde se tait finalement. Alors, Donald Trump a été... Moi, je n'ai aucun devoir de réserve. Nous, Français, nous essayons, par notre diplomatie, de faire en sorte que l'Iran ne soit pas nucléaire. Il roule le monde dans la farine. Et les Israéliens ont prouvé en prenant des tonnes de matériel qui a été amené en Israël, voilà, au quartier général de l'armée à Tel Aviv, à la Kiryat, pour prouver que les Iraniens sont en train de développer un problème nucléaire. Et aujourd'hui, ils ont annoncé qu'ils sont en train de développer des bombes. Enfin, l'enrichissement d'uranium arrive à 60%, ce qui est colossal, parce qu'il se rapproche de plus en plus du seuil fatal. Et comme je le rappelais tout à l'heure, sur un autre canal, une bombe nucléaire, ce n'est pas une bombe normale. On ne peut pas rentrer dans un abri et se protéger. C'est un dommage collatéral, qu'à Dieu ne plaise, sur des années. Et le monde est en train de se taire. Et l'Iran est en train d'avoir une bombe nucléaire. Alors les Israéliens, évidemment que c'est le Mossad, est intervenu il y a 2 jours pour entrer avec des moyens incroyables, avec des moyens cyber pour faire déclencher un immense incendie dans leur centrale de l'Atlas. Ça va décaler de 9 mois, me semble-t-il, mais ça ne suffit pas. Le monde est très, très silencieux par rapport à des gens qui disent ouvertement on veut détruire l'État d'Israël. Et aujourd'hui, après avoir eu 27 000 morts et dans le peuple juif, chaque vie, nous sanctifions la vie. Et chaque vie, c'est une histoire extraordinaire. Ils ont sacrifié leur vie et parmi eux des dizaines de Français ou franco-israéliens ou de gens d'origine française, peut-être. Un des plus grands d'entre eux, c'est le lieutenant-colonel Moreno, Emmanuel Moreno, dont jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas voir le visage. Et moi, j'ai eu le bonheur, c'est mon père, Alain Moreno, le papa, me racontait que c'était mon père, c'est Zecher Tzadik Livracha, qui avait fait le zivoug, le shidour entre Madame Fiorentino et Monsieur Moreno. Et lui, on dit qu'avec peut-être Yoni Netanyahou, c'est un des plus grands héros de l'État d'Israël qui a perdu sa vie. Imaginez-vous, maintenant une quinzaine d'années après sa mort, on ne voit pas encore son visage, on peut imaginer ce qu'il a fait et qu'il était. Il était d'origine française. Et tout ça, il y a eu 27 000 sacrifices pour avoir un État aussi moral, aussi fort, qui est l'exemple des nations. On le voit aujourd'hui au niveau de sa stratégie vaccinale, au niveau des progrès technologiques, au niveau le fait qu'Israël est aujourd'hui une des puissances militaires mondiales les plus fortes. Alors, peut-être pas quantitativement, mais certainement qualitativement. Et le Premier ministre l'a dit, et tout le monde est d'accord là-dessus, au-delà de toute parti politique, jamais l'Iran n'aura l'arme nucléaire. Jamais l'Israël ne permettra à l'Iran, et je voudrais vraiment que nous, Français, nous mobilisions. En tout cas, je suis très heureux d'être avec vous ce soir pour fêter Yom Ha'atzmaut, parce que c'est un bonheur. Alors en Israël, ils le font pas virtuellement. J'espère un jour venir chez vous dans la communauté, pas virtuellement, pour vous dire à quel point on est fiers de votre communauté, connue dans toute la région parisienne, mais bien au-delà, partout. Et bravo au Rabbani, bravo au président de la communauté, bravo à vous, mon cher Serge. Je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas si vous voulez qu'on discute. Je pourrais parler évidemment longtemps encore, mais voilà, je voulais être avec vous ce soir à votre invitation et c'est un honneur et un bonheur, Baruch Hashem, de fêter Yom Ha'atzmaut, Chag Ha'atzmaut. Demain, beaucoup d'entre nous liront le Hallel pour remercier Akadosh Baruch Hu de nous avoir fait, après 2000 ans d'exil, revenir sur cette terre tant chérie, tant pleurée, que sur les bûchers de l'Inquisition en Espagne, dans le pogrom juif à Kishinev, ou quand il y a eu la révolte du ghetto de Varsovie,
Chez Mordechai Lenivitch, on a dit Beshana Abba Birushalayim. Et certains gens nous disent, ah ben oui, vous avez vu l'État d'Israël, ça a été une compensation à la Shoah. C'est faux, je viens de le rappeler. Ça fait 2000 ans qu'on prie de l'exil pour retrouver notre terre. Par contre, ma conviction, c'est que s'il y avait eu l'État d'Israël, il n'y aurait jamais eu la Shoah. Et c'est ça la réalité. On a célébré Yom HaShoah la semaine dernière, commémoré Yom HaShoah la semaine dernière. Et là, on a commémoré aujourd'hui Yom HaZikaron. La grande différence, c'est que là, les Juifs sont morts, mais armes à la main. C'est terminé. Les Juifs qui rasent les murs et qui sont massacrés. Et je reviens à mon propos liminaire et la terrible colère que j'ai par rapport à ce verdict sur Sarah Halimi, parce que justement, ça, c'est l'ancien logiciel. Ça n'existe plus, ça. Ça n'existe plus. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que autant de Juifs ont quitté la France et sont partis habiter en Eretz Israël. Moi, je dis toujours que l'alias, ça doit être une bechira en hébreu, un choix. Lo bericha. Bericha en hébreu, c'est une fuite. Hélas, aujourd'hui, ces dernières années, c'est une fuite, bericha, pas bechira, un choix. Ça doit être un choix, mais si ça doit être une fuite, au moins l'État d'Israël existe. Et je regrette, aujourd'hui, je suis en colère, vraiment, je sais qu'on va me dire que je n'ai pas le droit de critiquer une décision de justice, je le fais, en toute lucidité, en toute objectivité, et avec beaucoup de colère. Voilà, mes chers amis, je ne sais pas si vous voulez qu'on communique, en tout cas, c'était un plaisir. Alors, vraiment, Meir Habib, merci beaucoup. Je prends note. Maintenant, j'ai tous vos coordonnées, mail, téléphone, israélien, etc., pour qu'on se retrouve pour une manifestation en présentiel au Centre Hillel, qu'on sera heureux de vous faire présenter. Et je dois quand même le dire, je sais que certains vont dire que je radote un peu depuis quelque temps. Mon plaisir est d'autant plus accru que j'ai eu le plaisir d'être le surveillant de Meir Habib à l'UCD et à l'école Yamné, un élève d'école Yamné encore qui a réussi, qui défend les couleurs de votre maman aussi, Zecher Tzadika Livracha, j'ai un souvenir extraordinaire de Madame Belaïch et de votre oncle, Gérard Ababou, qui était aussi le surveillant général et un ami très proche de la famille. Et donc, tout ça, ce sont des liens, mais comme j'ai avec beaucoup aussi des membres de votre communauté, mais nous sommes un seul peuple unique et Chag Atzmaut Shameach, on va rester très positif. Merci, Chag Shameach. Et alors maintenant, nous allons enchaîner avec le Kahout. Et avant de faire ce grand quiz sur Israël, avec, je répète, à la clé, un voyage aller-retour Paris-Tel Aviv qui vous est réservé à l'agence Joubert à Paris, je vais laisser la parole à Richard Nidam. Voilà, Richard, à toi. Oui, Serge. Merci. Je pensais parler à la fin, mais bon. Oui, non, mais tu vas reprendre. Je voudrais conclure avant de faire le. Il n'y a aucun problème. Alors, tu divises en deux ce que tu as à dire. Voilà, bon. Écoutez, non, mais c'est pas grave. Je vais dire ce que je voulais dire et je ferai un remerciement pour une des félicitations à la personne aux jeunes ou aux moins jeunes qui auront réussi au quiz. Voilà. Moi, en fait, avant de vous dire un petit mot, je voudrais bien sûr, parce que c'est mon rôle, remercier tous les intervenants qui se sont succédés. Alors bien sûr, le Rav Olivier Kaufmann qui a dû nous quitter, je voudrais vraiment le remercier. Monsieur le député Guillaume Gouffier qui nous a fait l'honneur de sa présence et qui est venu nous dire quelques mots. Monsieur le député Meir Habib. Pour vous dire, Meir, que je suis 100% d'accord avec vous, j'ai bu vos paroles et j'adore cette fougue que vous avez pour défendre notre terre, notre pays, notre communauté. Vraiment, je suis très, très heureux que vous ayez pu être avec nous. Remercier le docteur Shaul Lévy. J'ai beaucoup entendu parler de vous, monsieur Lévy, dans plusieurs instances communautaires et je suis très content ce soir, en tout cas, d'avoir fait votre connaissance. Dire bien sûr merci à notre cher et adoré Rabbi Mendy Danan pour sa participation à la soirée. Merci à Noémie Wiesmann, merci à Ethan et merci à Idan Croise. Alors Idan, c'était la première fois qu'il prenait la parole comme ça en public, mais c'est très très bien. Tu m'as beaucoup ému et je voulais vraiment vraiment te féliciter Idan. Tu pries derrière moi à la synagogue et c'est toujours un plaisir de te regarder quand tu viens à la synagogue. Merci mon très cher Idan. Merci bien sûr à Serge
sans lequel on n'aurait jamais pu faire cette soirée. Merci à Jonas et Bethsabée pour le quiz qui va avoir lieu. Et bien sûr, merci à Fabrice. Fabrice qui est l'indispensable de tout cela, la cheville ouvrière de toutes ces manifestations. Moi, je voudrais juste vous dire un petit mot concernant cette continuité que je trouve absolument extraordinaire entre le Yom HaZikaron. Yom HaZikaron, c'est comme tous les intervenants l'ont dit, sous le journée du souvenir pour tous les femmes et les hommes qui sont tombés au combat, mais aussi pour toutes les femmes et les hommes qui sont morts dans des conditions atroces et dues au terrorisme. Et cette continuité est extraordinaire, je trouve, et elle est vraiment marquante de ce qu'est le peuple juif entre Yom HaZikaron et Yom HaAtzmaut. Nous savons reconnaître, quand nous passons de Miyagon le Simcha, de la détresse absolue à la joie absolue, la détresse de savoir que beaucoup de nos frères sont tombés, mais c'est aussi nous, en nous souvenant d'eux, en réfléchissant à ce qu'ils ont fait, que nous justifions le sacrifice qu'ils ont fait, qu'ils ont eu en donnant leur vie pour notre peuple et pour notre terre. Et je trouve que cette continuité avec Yom HaAtzmaut est aussi le fait de fêter cette indépendance est aussi une justification de ce qu'ils ont subi, de ce qu'ils ont vécu. Et c'est comme ça que nous sublimons, en fait, et c'est un petit peu le sens de la fête en Israël, nous sublimons cette difficulté, cette pesanteur de Yom HaZikaron pour le laisser éclater dans la joie intense qu'est Yom HaAtzmaut, enfin de se retrouver après 2000 ans d'exil sur notre terre. Bien sûr, nous honorons la mémoire de nos disparus. Nous sommes de tout cœur avec ceux qui sont sur la terre d'Israël aujourd'hui. Mais bien sûr, chacun de nous doit avoir une pensée pour remercier Akadosh Baruch Hu de nous avoir permis tout cela, d'avoir fait en sorte que nous puissions réaliser, grâce à lui, grâce à sa bracha, tout ce qui est en train d'être réalisé en Israël et tout ce qui fait qu'Israël est un pays absolument extraordinaire dans tous les sens du mot, tant sur le plan spirituel que sur le plan matériel. Je pense aux progrès médicaux, aux progrès militaires, je pense aux progrès scientifiques, je pense à tous ces progrès qui font qu'Israël aujourd'hui est vraiment une lumière des nations. Alors voilà, je ne vais pas allonger tout ce que je voudrais vous dire, mais voilà, je veux vous souhaiter donc à tous et à toutes un Yom HaAtzmaut Sameach, vous dire que nous allons avoir maintenant le quiz et qu'après, j'aimerais bien que nous restions ensemble pour faire la prière d'Arvit et montrer que combien nous sommes reconnaissants à Dieu de nous avoir permis de nous retrouver tous ensemble et de pouvoir fêter avec autant de joie cette fête de Yom HaAtzmaut. Voilà, merci beaucoup à tous, très bonne soirée et maintenant le quiz et battez-vous bien pour réussir. Il y a un billet d'avion aller-retour Paris-Tel Aviv d'une valeur de 450 € et j'espère que vous allez bien vous battre pour être le premier à remporter ce prix. Allez. Voilà, merci Richard. Et je vais demander maintenant à Jonas de venir me rejoindre virtuellement pour ce quiz. Et j'espère que tout le monde a pu faire le nécessaire pour faire le caout avec le code PIN 2760-146. Jonas? Yes, je suis Jonas, là. voilà. Fabrice, tu veux juste me laisser partager l'écran, comme ça je pourrais montrer les questions dessus, ce serait cool. Si tu m'envoies les réponses, je fais tout de suite. Voilà, donc je ne sais pas combien de personnes se sont inscrites pour ce caout. Jonas, tu veux juste rappeler les problèmes, les questions techniques pour participer et on lance la première question. Yes, alors pour se connecter au caout, vous devez aller sur le site kahoot.it, K-A-H-O-O-T.it pour jouer et vous rentrez le code PIN qui s'affiche normalement à l'écran. J'ai partagé mon écran, vous le voyez normalement. 276 01 46. On a pour l'instant 7 participants. On va attendre encore peut-être 2 minutes voilà, il y en a d'autres qui arrivent, c'est parfait. Et on commencera, je pense, à 22h10. Donc je répète, c'est Kahoot, K-A-H-O-O-T.it et rentrez le code PIN 276 01 46. On a 30 questions. À chaque fois, c'est un QCM. Il n'y a qu'une seule bonne réponse
par question. Et plus vous répondez vite, plus vous engrangez de points. Donc, technique que vous avez dû apprendre pendant vos études. Même si vous ne connaissez pas la réponse, répondez au pif très rapidement, ça peut rapporter gros. Et on a il y a 30 questions pile. On a essayé avec mon père et ma sœur de trouver des questions les plus larges possibles sur Israël, autant récentes qu'anciennes, et en espérant qu'on apprendra des choses en plus, bien sûr, dessus. Il nous reste 1 minute, on a déjà une dizaine de participants. On va attendre encore peut-être une dernière minute et on est bon. Alors, donc sinon, vous, ça va ? les questions vont porter sur l'histoire, la géographie, la politique de l'État d'Israël. J'espère que vous avez bien révisé et je propose tout de suite que nous lançons, puisque nous sommes 13, 14 même, donc nous lançons la première question. Jonas, à toi la première question. Attention, ça commence. 3, 2, 1, go pour la première question. Quelles sont les dates de Yom Ha'atzmaut ? Quelles sont les dates de Yom Ha'atzmaut ? Est-ce que c'est le 5 Iyar, le 15 mai, le 15 Iyar, soit le 5 mai, le 5 Nissan, soit le 15 mai, ou enfin le 15 Iyar et le 15 mai ? Allez, encore 6 secondes pour répondre. Et 2, 1, 0. Réponse, Jonas. Et la bonne réponse, bien sûr, était la réponse rouge, 5 Iyar et 15 mai. La majorité des personnes ont répondu. Et on peut passer à la question suivante avec alors, le plus on rapide a le score. qui a été Donc, le plus rapide a été AZ. Je ne sais pas qui c'est. Est-ce que c'est encore Bernard Azria ? C'est possible. Attention, deuxième question. Qui a été le premier président de l'État d'Israël ? Est-ce que c'est Jacob Weizmann ? Est-ce que c'est Chaim Weizmann ? Est-ce que c'est Albert Einstein ? Ou est-ce que c'est Zalman Shazar ? Qui a été le premier président de l'État d'Israël ? Jacob Weizmann, Chaim Weizmann, Albert Einstein ou Zalman Shazar ? 2, 1, 0. La réponse est ? Et bien sûr, la bonne réponse était Chaim Weizmann. Si ça avait été Jacob Weizmann, on aurait un pays très très bon en cuisine, mais ce n'est pas le cas. D'accord. Alors, question numéro… Alors, c'est Cécilie qui est en tête avec 1683 points, mais Gilles n'est pas loin. Troisième question que je vais avoir le plaisir de vous poser. Lequel de ces pays n'a pas de frontière avec Israël ? Rouge, Jordanie, bleu, Irak, vert, Syrie, marron, Liban. Question facile. Hop. Et la réponse dans 4 secondes. La réponse est l'Irak n'a pas de frontière. Et à toi, Jonas, pour la question numéro 4. Avner se rapproche. Qui a été le premier ministre de l'État d'Israël ? Est-ce que c'est Golda Meir ? Est-ce que c'est David Ben Gurion ? Est-ce que c'est Levi Eshkol ? Ou est-ce que c'est Abba Eban ? Qui a été le premier ministre de l'État d'Israël ? Celle-là, elle est facile, ce sera la rapidité. Golda Meir en rouge, en bleu, David Ben Gurion, en jaune, Levi Eshkol et en vert, Abba Eban. Et la réponse est, mon cher Jonas ? David Ben Gurion, bien sûr, qui a été le premier ministre de l'État d'Israël. Ah. Il y a quand même, il faut faire un petit travail d'histoire. On va peut-être faire un petit séminaire là-dessus pour l'année prochaine. Allez, la question suivante. La question 5. Herzl est né en Hongrie, en Palestine mandataire, en Autriche ou en Tunisie. Et il vous reste 9, 8 secondes, 7. Pour ceux qui ont suivi le cours qu'on avait eu d'Uriel Feinerman dessus, ça devrait être facile. Oui. Et la réponse est en Hongrie. En Hongrie, exactement. Même si ça vient qu'il était connu après en Autriche. Je soupçonne que celui qui a répondu la Tunisie soit AZ. Ou notre député Meir Habib, c'est tout à fait possible. Ouais. Allez, question suivante. La question suivante. Question 6. Quel est le véritable nom de Golda Meir ? Meyerson, Meyerstein, Meyer, Meir Habib. Voilà. Et la réponse est, il y a encore, hop, tout le monde a répondu et 10 personnes ont donné la bonne réponse. Elle s'appelait Meyerson. Voilà, et non pas Meyerstein.
Question suivante, Jonas. Avner est repassé en tête. Quelle est la superficie d'Israël? Est-ce que Israël fait 135 000 km² en rouge, 22 145 km² en bleu, 262 626 km² en jaune ou 42 000 km² en vert? Quelle est la superficie d'Israël? Si on demande à un antisémite, il nous dira la taille des États-Unis. Et la bonne réponse était bien sûr 22 145 km². Et la question, on va voir le classement déjà où on en est. Fabrice is on fire selon l'appli avec 4 bonnes réponses d'affilée. Il est en train de remonter tout droit. Ça me fait plaisir. Et voilà. Et on a les 3 premiers qui sont Avner, Cécile et AZ et Nessim qui est 4e. Et notre Fabrice National qui est 5e pour l'instant mais qui remonte. Allez, question suivante, la question 8. Avant le shekel, quelle était la monnaie de l'État d'Israël? Le dollar, la livre, la lire ou le franc? Question numéro 8. Quelle était la monnaie précédente? Le shekel. De 1, 0. La réponse est la lire. Ah ouais. Eh oui. Et le piège était entre lire et livre. La livre. On aurait pu penser que Voilà. c'était les mandataires anglais qui la dirigeaient, et non. Pas beaucoup de bonnes réponses là-dessus, mais ça ne fait donc pas bouger le classement pour l'instant. Question suivante. L'opération Entebbe, dont nous avons parlé tout à l'heure, a eu lieu la nuit de Pessah 1976, la nuit du 31 décembre 1976, la nuit du 4 au 5 juillet 1996 ou la nuit du 3 au 4 juillet 1976. Et on parle bien sûr de l'opération Entebbe, opération pendant laquelle le seul soldat qui est mort pendant cette opération est Yoni Netanyahou, le frère de Benjamin Netanyahou. La bonne réponse étant la nuit du 3 au 4 juillet 1976 où un commando israélien est venu libérer de manière spectaculaire les otages en partie français. Question suivante. Alors, question suivante. La question numéro 10. Nous sommes au tiers de notre... La guerre de 56, de 1956 a pour nom guerre de Kippour, guerre des 6 jours, guerre de 56 ou la guerre de Sinaï? Quel est le nom de la guerre de 1956? Et sur la photo, vous voyez bien sûr le général iconique d'Israël, le général Moshe Dayan. Et la réponse est la guerre du Sinaï. La moitié ont répondu juste, même pas, 7 sur 15. Question suivante, Jonas. Et on a Cécile qui est repassée devant Avner, Nessim toujours 3e, Patrice 4e et Fabrice 5e. Question suivante. Plusieurs rues en Israël portent le nom de Chaim Arlozorov. Mais qui était Chaim Arlozorov? Le chef des armées en 1948, le premier juge de la Cour suprême israélienne, un poète et politicien, ou le De Funès israélien? Est-ce que Arlozorov était en rouge, le chef des armées en 1948, en bleu, le premier juge de la Cour suprême, en jaune, un poète et politicien, et en vert, le De Funès israélien? Celui qui répond vert, on le pend. Voilà. Et la bonne réponse était un poète et politicien, pas que, il était beaucoup de choses, mais en effet, il était ces deux choses-là au moins en Israël. Et puis lorsqu'il a été assassiné, il y a une grande enquête qui a été menée, puisqu'à l'époque, il était dans les mêmes cercles en tout cas, il avait une amie qui est devenue plus tard l'amante d'un haut dignitaire nazi. Bref. Et je vous conseille, si vous avez envie de lecture, de lire le livre, mais qui a tué Chaim Arlozorov? Très, très bon livre. Question suivante. Question numéro 12. L'Aliyah des Juifs du Yémen est connue sous le nom de Opération Moïse, Opération Overlord, Opération Schnitzel ou vis-à-vis va, vie et devient. Et la réponse est, tout le monde a voté. Voilà. Massivement a voté pour l'opération Moïse, qui est la bonne réponse. Bien sûr, l'opération Overlord étant le débarquement en Normandie, Va vie et devient un film sur cette histoire d'Alia, et Opération Schnitzel, une série très sympa. Question numéro 13 donc. Jonas, à toi. Yitzhak Rabin a été assassiné à Sukkot 95, le 4 novembre 95, Lag Baomer 97 ou le 4 novembre 2005. La date d'assassinat, malheureusement, d'Yitzhak Rabin
Sukkot 95, 4 novembre 95, Lag BaOmer 97, 4 novembre 2005. Et la bonne réponse était le 4 novembre 95. C'est une tragédie qu'un Béni Israël en tue un autre et qui a marqué bien sûr l'histoire récente de la terre d'Israël. Et on a toujours Cécile qui est en première place, Avner en deuxième, Nessim en troisième et AZ qui fait une remontée pour être en quatrième et Patrice qui est en cinquième. Voilà. Alors, question suivante et nous allons. Le billet de banque à l'effigie de Golda Meir est doré car elle était très bling-bling en fait. Son vrai nom est Ora. Golda Meir était surnommée Shemesh, le soleil, ou alors tout simplement Golda vient du mot gold, or. Et voilà, la réponse est, eh bien là, il y a très peu de gens qui ont répondu juste, puisque la vraie réponse était en souvenir en allusion à son prénom Golda, qui est non, son vrai prénom qui est Ora. Voilà. Et à cet effet, si vous allez sur YouTube, vous avez tout un cours sur les billets de banque de notre cher ami Uriel Fenerman. Les billets de banque israéliens et l'histoire d'Israël. Qui furent les premiers grands rabbins d'Israël? Le premier Zoug. Alors, on a Rav Ben Sion Uziel pour les Sfarad et Rav Issa Yehuda Unterman pour les Ashkenaz, Rav Ovadia Yosef et Rav Shlomo Goren en bleu, Rav Ben Sion Uziel et Rav Yitzhak Alevi Herzog, ou en vert, Rav Yitzhak Nissim et Rav Yitzhak Alevi Herzog, qui ont été les deux premiers grands rabbins d'Israël. Et la très partagée, la bonne réponse était Rav Ben Sion Uziel et le Rav Yitzhak Alevi Herzog. Voilà. Ouais, là c'est. Alors, question suivante, la question numéro 16. Donc, nous arrivons dans la deuxième partie. Qui a écrit le texte de la Tikva? Eliezer Weizmann en 1947, Naftali Hertz Imber en 1878, David Ben Gurion en 47 ou Jean-Jacques Goldman en 78. Et on parle bien sûr du texte de la Tikva et pas de l'air, puisque l'air a été... Pourquoi tout d'un coup 50 secondes? C'est une bonne question. Mais on a 14 réponses, il y a 15 participants. Voilà. Là, alors, la réponse était Nathalie Hertz Inberg en 1878, mais d'ailleurs qui n'avait pas intitulé ce texte à Tikva, mais Tikvatenu. Et c'est quelques décennies plus tard que cet hymne a pris le nom qu'on connaît, à Tikva. Voilà. Question suivante, la question 17 donc, la bonne question si je puis dire. L'emblème d'Israël est le lion de Yehuda en rouge, la Magen David en bleu, le Chomous en jaune, c'est la bonne couleur en plus, ou la Menorah. L'emblème d'Israël est-il le lion de Yehuda, la Magen David, le Chomous ou la Menorah? Et la réponse est, mon cher Jonas, la Menorah, qui est non seulement le symbole de la Knesset, mais de l'État d'Israël. Ce qui est intéressant à savoir sur la Menorah, c'est que la Menorah qu'on utilise en Israël est reproduite avec les anses courbes. C'est-à-dire qu'elle n'est pas faite comme c'est exactement décrit dans la Torah, où les branches de la Menorah devaient être droites, mais plutôt arrondies. Et il y a en ce moment beaucoup de rabbinim en Israël qui ont fait une pétition pour que soit modifié l'emblème et plus conforme à la Menorah qui est décrite dans la Torah. Question numéro 18 maintenant. Certainement la question la plus vivante. Alors, qui était Premier ministre lors de la guerre de Kippour? Moshe Dayan, Golda Meir, Menachem Begin ou c'était déjà Bibi? Et la réponse est dans 5 secondes. 4, 3, 2, 1, 0. Golda Meir. Golda Meir était la bonne réponse. Et on continue à avancer. Cécile qui est toujours en tête. Et qui creuse l'écart même, hein, parce qu'il y a 1200 points d'avance. Et question 19. Et à venir. Fabrice qui est toujours dans le top 5 aussi. Et la question suivante. Qui a créé ou recréé l'hébreu moderne? Il s'appelait en rouge Eliezer Ben Yehuda, en bleu David Ben Gurion, en jaune Yehuda Ben Eliezer ou en vert le Rav Kook. Qui a recréé l'hébreu moderne? 4, 3, 2, 1, 0. Réponse Jonas. Et la bonne réponse c'est
Eliezer Ben Yehuda, qui passait un peu quand même pour un marginal, puisque même à son chien, il parlait en hébreu, en ivrite, dans le bus ou dans la rue, et les gens le prenaient pour un fou. Et sachez qu'il y a eu de grandes discussions à l'époque, même dans les conventions sionistes avant la création de l'État d'Israël, à savoir quelle langue on allait parler en Israël, ceux qui voulaient qu'on parle yiddish, d'autres qu'on parle anglais, d'autres qu'on parle allemand. Dieu merci, nous sommes restés à l'ivrite, même s'il a fallu l'adapter. Et un grand merci à ce géant de la grammaire et du peuple juif, Eliezer Ben Yehuda. Mais il faut dire que l'ivrite a été doublé par le langage des mains. Voilà. Alors, question suivante, la 20e. Le drapeau d'Israël figure au Guinness des records. Pourquoi? Parce qu'il est XX, parce que c'est le plus de fois brûlé, c'est le plus grand confectionné dans le monde, et XX. On a fait plus simple pour celle-là, on a laissé que 2 réponses. Alors, est-ce que parce que c'est le plus brûlé, ou alors est-ce que c'est le plus grand confectionné au monde? Ah, il y en a quand même qui ont répondu rouge, XXX. Et la réponse, c'est bien sûr que on a le record du plus grand drapeau fait au monde. Comme ça, au moins, le pays est peut-être petit, mais le drapeau doit faire la moitié du pays. Non, et de mémoire, le drapeau fait à peu près 18 000 mètres carrés. Jonas, sur celle-là, je pense que vous auriez pu mettre des points sur les 2. Hein. Sur le plus brûlé, tu penses à gagne aussi? Ouais, je pense qu'on gagne aussi. Hein. Entre nous, les États-Unis, dans les pays arabes, on n'est pas sûr. Avec qui le président Anwar el-Sadat a-t-il signé la paix? Avec qui le président Anwar el-Sadat a signé la paix? Est-ce que c'était Yitzhak Shamir? Est-ce que c'était Shimon Peres? Est-ce que c'était Menachem Begin? Ou est-ce que c'était Yitzhak Rabin? Réponse dans 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et là... Bonne réponse est Menachem Begin, bien sûr, avec qui cette paix magique a été signée. Il suffisait de voir la photo d'illustration de cette question. Question 22. Allons-y. Question 22. Dans quelle ville d'Israël Napoléon Bonaparte a-t-il débarqué? Yafo, Haïfa, il n'est jamais venu en Israël, ou Akko? Dans quelle ville d'Israël Napoléon Bonaparte a-t-il débarqué? Akko, il n'est jamais venu en Israël, question piège. Yafo ou Haïfa? 2, 1, 0. Et la réponse est Akko. Akko, Saint-Jean d'Acre. C'est comme ça qu'il l'a appelé quand il est arrivé d'ailleurs. Et il a débarqué dans cette ville. Ville jumelée avec Saint-Mandé, la commune voisine. Question suivante. À toi, Jonas, pour la 23. La première fois où Israël a gagné le Grand Prix de l'Eurovision, ce fut avec la chanson Abanibi Aboebe, Adon Olam, Alléluia ou Tel Aviv, Ya Habibi, Tel Aviv. La première fois qu'Israël a gagné l'Eurovision, c'était avec la chanson Abanibi, Adon Olam, Alléluia ou Tel Aviv, Ya Habibi, Tel Aviv. Et Jonas nous donne la réponse tout de suite. C'était avec Abanibi Aboebe, qui était en fait Ani Evota en langue de bœuf. C'est-à-dire qu'on rajoute un B à chaque syllabe. Abba, Nibi, Abo, Ebe. Et l'année suivante, Israël avait réussi l'exploit de gagner de façon consécutive le Grand Prix de l'Eurovision avec Alléluia. Question 24. Question 24. Ben Gurion est enterré dans son kibbutz. Quel est ce kibbutz? C'est le kibbutz Yavne, Adam Hout, le kibbutz Sde-Boker ou le kibbutz Tse-Boker? Et la réponse est le kibbutz. Eh ben oui. Eh oui, c'est la réponse Sde-Boker dans le Negev. Question suivante, Jonas. Lors de l'attentat des Jeux de Munich, combien d'athlètes israéliens furent tués? 26, 11, 36 ou aucun lors de l'attentat des JO de Munich? Combien d'athlètes israéliens furent tués? 26, 11, 36 ou aucun? Dans le village olympique. 4, 3, 2, 1, 0. Et la bonne réponse était 11 athlètes et qui a déclenché après, bien sûr, ce qu'on a appelé l'opération Vengeance, où Israël a envoyé, bien sûr, punir les commanditaires de cet attentat. Sachant qu'à l'époque, le Comité international olympique ne s'est même pas arrêté, ni fait de minutes de silence pour les personnes qui étaient mortes, a continué de manière tout à fait impassible
le déroulé des JO, ce qui est assez incroyable à entendre aujourd'hui. C'était il y a bientôt 50 ans. Et question 26. Vas-y, Jonas. Laquelle de ces célébrités n'est pas née à Haïfa? Laquelle de ces célébrités n'est pas née à Haïfa? Est-ce que c'est Naftali Bennett? Est-ce que c'est Amos Gitaï? Est-ce que c'est Mike Brandt? Ou est-ce que c'est Ivry Giltis? Laquelle de ces célébrités n'est pas née à Haïfa? Naftali Bennett, Amos Gitaï, Mike Brandt ou Ivry Giltis? Et la bonne réponse est Mike Brandt. Il n'est pas né à Haïfa. Mais qui est enterré à Haïfa. Question 27. Qui a dit? Nous pourrons sans doute un jour vous pardonner d'avoir tué nos enfants, mais il nous sera beaucoup plus difficile de vous pardonner de nous avoir contraints à tuer les vôtres. C'est une phrase assez extraordinaire. Est-ce que c'est Circé dans Games of Thrones, Ben Gurion, Golda Meir ou Yitzhak Rabin? Et la réponse était Golda Meir. Golda Meir. Pourquoi, cette phrase et pourquoi elle est assez incroyable? C'était Golda Meir qui dit cette phrase de « Elle ne sait pas si un jour elle pardonnera au pays qui l'attaque de nous forcer à tuer les leurs ». C'est exactement une des explications qu'on a dans le Midrash lorsqu'on dit que Yaakov a eu peur de revoir Esav. C'est pas qu'il avait peur de s'en prendre, de se sentir mal ou de mourir sous les coups d'Esav. Il avait peur de devenir un rachat et de lui devoir tuer des gens de sa famille, etc. Et c'est exactement ce que disait Golda Meir 3000 ans plus tard en disant que c'était beaucoup plus dur de devoir se mettre dans la peau de tueur que de pleurer les siens. Et question 28. Certainement une question de force. Question 28. Quel est le nom de l'acteur qui joue Doron dans la série Fauda? Jonas Belaïch, Tomer Capone, Lior Raz ou Gal Gadot? Alors, quel est le nom de l'acteur qui joue Doron dans la série Fauda? S'il y en a un qui met rouge, il a le billet d'avion direct. De 1-0, mais tu as peut-être des fans. Et la bonne réponse était Lior Raz, qui joue et qui en plus produit la série Fauda et qui était un ancien de cette unité qui se déguise en arabe ou en palestinien pour infiltrer les villages voisins. 29, alors là, on est presque à la fin. Une belle remontée de Joël Arboun. Arboun, pardon. Excuse-moi, Joël. Alors, question numéro 29. Comment s'appelle l'habitant de Jéricho qui a sauvé les explorateurs de Yehoshua? AstraZeneca, Rachav, Yael, Zilpa. Comment s'appelle l'habitant de Jéricho qui a sauvé les explorateurs de Yehoshua? Réponse 5, 4, 3, 2, 1, 0. Réponse, Jonas? La réponse c'est Rachav, qui a vu Caleb Ben Yefouné et Pinchas, je crois, si je ne dis pas de bêtises, les deux qui sont envoyés par Yehoshua à Jéricho, qui les a protégés de l'armée de Jéricho et du roi, et qui pour cela a eu le mérite d'être sauvé, elle et toute sa famille. Jonas, puisque tu as posé la première question, tu poseras la dernière, la 30e, et nous allons voir après les résultats. Alors, dernière question numéro 30. Comment s'appelle le chercheur israélien qui est à l'origine de Waze? Est-ce qu'il s'appelle Meir Wazerstein, Ehud Shabtai, Yehoshua Binoun ou Yann Koum? Meir Wazerstein, Ehud Shabtai, Yehoshua Binoun ou Yann Koum? Et la réponse est 2, 1, 0. Dernière réponse. C'était bien sûr Ehud Shabtai. Meir Wazerstein, c'est nous qui l'avons inventé. Yehoshua Binoun, vous savez tout ce qu'il sait. Et Yann Koum, c'est aussi un autre inventeur de l'État d'Israël. C'est celui qui a inventé WhatsApp et qui l'a vendu pour 1 milliard à Google. Mais en tout cas, le chercheur pour Waze s'appelait Ehud Shabtai. Alors attention, à toi, Jonas, pour les récompenses. Pour savoir qui a gagné. En numéro 3, nous avons avec 20 sur 30 Avner. Avner est arrivé numéro 3. Il a quand même fait un beau parcours sur les 3. En numéro 2, nous avons Nissim. Et en numéro 1, qui a remporté le billet d'avion pour Israël chez Joubert Voyage, nous avons Cécile. Eh bien, bravo à toi. Alors, je ne sais pas qui est. Alors, est-ce que Cécile ne peut nous dire 2 mots, à part qu'il soit content? Et bravo, parce que répondre à 24 questions sur 30, c'est bien. Alors, est-ce que Cécile peut envoyer un mot sur le chat? Parce que du coup, il n'y a personne qui s'appelle comme ça dans les participants du Zoom. Donc, juste qu'on puisse savoir qui c'est, on lui ouvrira le micro. Ouais, je vais, du coup, qui est-ce? Comme ça, on pourra savoir et vous envoyer du coup le. Ah oui, pour lui ouvrir le micro. Alors,
On attend sur le chat là. Shkunadek, comme on dit en anglais. Il y a plus grand monde sur le chat. Donc, Là, il y a encore une trentaine de personnes. Une trentaine, je cherche qui c'est. Ah voilà, c'est Ah, d'accord. Avenir, bien joué. C'est Sevilla. Ah, c'est Sevilla. Ah, c'est Sevilla Ilouz. D'accord. Eh bien. Il y a Yoram Bouni qui dit c'est lui, en rigolant, mais c'est Sevilla, en vrai. Donc, bravo Sevilla. Bravo Sevilla, Kol Hakavod. Voilà, parce que je sais que Sevilla travaille les quiz et sa persévérance est récompensée. Mais bravo. Et Kol Hakavod, bravo, bien joué. Je te donnerai, on se met en contact et je te donne toutes les coordonnées pour aller retirer ton billet dès que tu pourras partir. Voilà. Richard, si tu partages avec moi, je te vaccine pour que tu puisses partir. Comment? Si elle partage avec moi, je la vaccine. D'accord. Voilà, ça peut aider. Alors, le mot de la fin pour le mot de la fin, Richard. J'ai déjà parlé pour dire simplement à Sevilla bravo. Dire vraiment le quiz, c'était super sympa. Bravo à Jonas, très bien animé. Et Serge, bien sûr, plus que bien animé encore. Donc, merci à tous. Merci de votre présence. Il est déjà 11h moins 20. J'aimerais bien, si vous êtes d'accord, messieurs, même mesdames, vous pouvez aussi, qu'on fasse Arvit tous ensemble. Je pense que ça ferait plaisir à tout le monde et moi, ça me ferait hyper plaisir. Alors, Richard, est-ce que tu peux nous donner une information? Parce que dans 15 jours, le 30 avril, c'est Lag Baomer. Est-ce qu'on a un rendez-vous pour Lag Baomer, les bougies de Rabbi Shimon Bar Yochai? On va faire un rendez-vous. D'accord, voilà. On va faire un rendez-vous. Tout le monde note. Le 30 avril, ce sera veille de Rosh Chodesh. On fera un rendez-vous. Voilà. Merci. En plus, c'est un week-end, c'est super. On doit avoir plein de monde puisque tout le monde sera en congé, puisqu'il y a le 1er mai. Voilà. Mister Harvey.